On va évoquer donc cette politique que l'on connaît avec un nouveau Premier ministre. On accueille aussi Yaël Gauz, notre éditorialiste politique, qui nous a rejoint. Bonjour Yaël. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Et Audrey Goutard, notre journaliste spécialiste des faits de société. Audrey, puisqu'on était sur les manifestations et on a eu différents exemples de mouvements, est-ce qu'on peut dire à ce stade que la mobilisation prend? Comment ça se passe? Il est extrêmement compliqué d'avoir un aperçu très clair de l'évolution de cette mobilisation. On l'a bien compris avec nos reporters sur le terrain. Il y a des événements sporadiques depuis ce matin et puis il y a des manifestations qui s'installent, qui sont encadrées cette fois-ci plutôt par la CGT, qui vont avoir lieu tout au cours de la journée. Donc, difficile de voir de quelle manière cela va évoluer et combien de personnes cela rassemblera. Néanmoins, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait un premier point il y a quelques instants. Il a précisé qu'il y avait toujours ces 80 000 policiers sur le terrain, que certaines villes étaient plus touchées que d'autres. Il a cité notamment Paris, Caen, Bordeaux, Nantes et Rennes, où le bus a été brûlé. Il a désigné clairement, selon lui, les perturbateurs, ceux qui empêchent les Français de manifester tranquillement. Il désigne clairement l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, et notamment, il a désigné des élus qui, sur les réseaux sociaux, selon Bruno Retailleau, attisent ce sentiment d'insurrection et poussent à la violence. Nathalie Bazir, quel bilan de mi-journée, on va le dire comme ça, vous faites pour l'instant de ce début de mobilisation? Alors, aujourd'hui, la colère, elle s'exprime. C'était prévu qu'elle s'exprime, mais parce que la violence, elle vient aujourd'hui du gouvernement. Un gouvernement qui n'écoute pas les exigences sociales des travailleurs, des citoyens de ce pays. Et on est aussi, en plus de ce que vous évoquez, il ne faut pas concentrer, je pense, la mobilisation uniquement autour des violences. Il y a aussi c'est pour ça qu'on disait 2000 appels à la grève dans les entreprises. Des assemblées générales ont lieu en ce moment dans les hôpitaux. On en a beaucoup dans les services publics. On a chez le cheminot déjà des chiffres de grève qui sont intéressants dès 8 heures ce matin. Donc on voit bien que la colère, elle s'exprime et elle est légitime. C'est un mouvement de colère, vous le disiez, mais ce n'est pas pour l'instant un mouvement massif non plus en termes de nombre. A priori, on ne voit pas des milliers de gens ou des centaines de milliers de gens pour l'instant défiler dans la rue. Est-ce que vous vous attendiez à ça ou vous espériez plus à ce stade encore de la journée, encore une fois? Alors nous, aujourd'hui, on est à ce stade de la journée encore en attente de chiffres, évidemment, mais je vous dis plus de 1000 appels à la grève, c'est déjà important. Vous considérez que c'est bien. Et on est surtout sur un levier pour préparer la mobilisation du 18 septembre à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales. Ce sera ça le vrai test pour vous, le 18 septembre? Ce sera un test en plus de celui d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, évidemment, on soutenait le mouvement et on demandait à ce qu'il y ait des appels à la grève dans les entreprises pour permettre aux salariés de se mobiliser par la grève. Mais le 18 septembre, oui, c'est une journée qu'on veut massive de grève et de manifestation. Michel Picon, du côté des patrons, quel regard vous portez sur la mobilisation d'aujourd'hui? Est-ce que déjà il y a des petits patrons qui ont arrêté de travailler, qui participent au mouvement? Oui, sporadiquement, il y a quelques artisans, quelques commerçants qui sont dans des difficultés. D'ailleurs, ces mouvements vont aggraver leurs difficultés parce que lorsqu'on paralyse les centres-villes, lorsqu'on paralyse l'activité, ça n'améliore pas la situation de ces toutes petites entreprises et de leurs salariés, puisque je veux dire que dans une petite entreprise, il y a ce qu'on appelle un patron, comme si c'était un mot qui terrorise, mais il y a aussi beaucoup de salariés. Et le climat qu'il y a entre nos salariés et nous n'est pas de même nature que ce que l'on voit aujourd'hui s'exprimer. Le pays traverse des difficultés. Et en même temps, si certains sont en colère, que ce soit des petits patrons ou des salariés, ils ont le droit de l'exprimer aussi en allant manifester. Bien sûr, mais moi, je respecte tout à fait le droit à manifester. Vous comprenez que certains soient en colère aujourd'hui? Bien évidemment, il y a un problème de pouvoir d'achat dans le pays, il y a un problème de consommation, il y a des difficultés sociales qui s'accumulent et qui ne sont pas traitées, mais il faut prendre l'ensemble du contexte, notamment un contexte économique national et international, qui tout de même ne donne pas le champ libre à tout ce qui discute. Moi, ce que je voudrais dénoncer, c'est la violence. Quand je vois ce car urbain à Rennes, c'est le patrimoine, c'est notre patrimoine social qui se déplace avec les transports en commun, que l'on massacre, que l'on démonte, que l'on brûle, tout cela, je me dis, ça dépasse le caractère de la revendication et ça dépasse le caractère. Ça prend une tournure de violence qui n'est pas acceptable. Cette violence-là, qui pour l'instant, encore une fois, n'a pas lieu sur tous les points de grève ou de manifestation. On le disait, on l'a vu dans certains endroits. Le ministre de l'Intérieur, démissionnaire, l'attribue à l'ultra-gauche, à des éléments perturbateurs. Est-ce que ça, c'est embêtant quand on est la CGT et qu'on s'est rallié à un mouvement qui, au départ, était citoyen?
Alors, la CGT, elle est surtout là pour faire en sorte qu'il y ait des rassemblements qui soient sécurisés, qui soient encadrés par la grève. Et en ce moment, là, à cette heure, il y a des citoyens qui rejoignent les rassemblements, des rassemblements qui ont lieu devant les entreprises. Mais parce que les travailleurs et les travailleuses de ce pays, ils en ont marre qu'on ne les écoute pas. Il faut plus de justice sociale dans ce pays. Et la première des choses dont on a besoin, c'est que le gouvernement décide l'abrogation de la réforme des retraites. Et quel que soit le casting, il va falloir que le nouveau Premier ministre l'entende. Et ça, Sébastien Lecornu, il va devoir y faire face dès aujourd'hui, en fait, dès maintenant, Yael. Oui, et on peut interpréter la décision rapide. C'était inédit, cette rapidité pour Emmanuel Macron à nommer son 7e Premier ministre depuis 2017. Cette rapidité, au nom d'une stabilité, d'ailleurs dans le communiqué de l'Élysée et de la présidence de la République, c'est clairement dit, l'objectif de Sébastien Lecornu, la tâche qui lui incombe, c'est d'assurer la stabilité politique et institutionnelle du pays. Donc là, on a un contre-champ très intéressant en termes d'image. La passation de pouvoir dès aujourd'hui à midi avec François Bayrou, pendant que se manifestent dans la rue plusieurs blocages, plusieurs manifestations sporadiques du mouvement Bloquons tout. Quand on entend Bruno Retailleau attaquer l'ultra-gauche et LFI comme étant co-responsables d'un chaos éventuel à venir, évidemment, c'est pour renforcer l'idée que Lecornu va devoir aller chercher, avec les forces modérées, un accord minimal pour gouverner. Donc Emmanuel Macron lui a dit « tu regardes avec les socialistes, avec Liot, voire les communistes et les écologistes », mais vraiment l'idée c'est celle-là, c'est d'enfoncer un coin aussi au sein de la gauche entre cette ultra-gauche dénoncée par Bruno Retailleau et les forces avec lesquelles Sébastien Lecornu va commencer des consultations pour un budget dès cet après-midi. Oui, dès cet après-midi, effectivement. On voit ici, si vous nous rejoignez sur France Info, une image en direct de la ville de Nantes avec une mobilisation. Vous le voyez, un rassemblement. Il y a l'air d'avoir du monde à ce rassemblement. Plutôt calme, a priori, pour l'instant. On fait évidemment le tour de toutes les villes où il se passe des choses et on le fera au fur et à mesure de la matinée et de la journée. Michel Picon, on entendait Nathalie Bazir nous dire nous, l'une de nos premières revendications, c'est cette question de la réforme des retraites. Vous, de votre côté, chez les patrons, votre première revendication, si vous aviez Sébastien Lecornu devant vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Écoutez, ça va vous surprendre. Moi, je lui dirais, il faut trouver ensemble les moyens de mieux rémunérer les Français, les travailleurs, ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce que le pouvoir, le gouvernement a les outils pour pouvoir déplacer une partie du financement de la protection sociale qui pèse trop sur le travail. 100 € de salaire, c'est 50 € seulement perçus par le salarié. Il faut déplacer le financement de cette protection sociale, notamment sur ce qu'on appelle les droits non contributifs, l'assurance maladie, les allocations familiales, les aides de toutes sortes. Il faut le déplacer sur d'autres supports que le travail. Il faut que le travail paye. Franchement, je pense que si on donne à nos concitoyens une meilleure vie parce qu'ils ont un pouvoir d'achat amélioré, eh bien le climat social, parfois insurrectionnel, que l'on voit, je dois dire un climat social insurrectionnel, comment dirais-je, boosté. Quand j'entends ce matin un grand responsable politique dire que le président de la République est un forcené, franchement, je pense qu'à un moment, la classe politique, elle doit peser ses mots. Parce que quand on dit que le président de la République est un forcené, derrière, dans la rue, ça donne ces images. Et je comprends, madame, que ce n'est pas ce que la CGT souhaite. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec la CGT dans tous les accords que nous avons, le patronat, avec les organisations de salariés. Et je sais que la CGT ne prononce pas la violence. Mais attention aux mots qu'on emploie, parce qu'ils ont des effets complètement, notamment chez les plus jeunes de nos concitoyens. Nathalie Bazir, sur cette question de « il faut que le travail paye », c'est ce que disait Michel Picon à l'instant, j'imagine que vous êtes d'accord là-dessus. Il faut que ça paye mieux ou pas aujourd'hui? Les salariés, les Français ne sont pas assez payés? Quand on parle de justice sociale, on parle évidemment d'augmenter les salaires, d'augmenter le SMIC. Donc ça pourrait être un premier levier fait très rapidement. Par contre, la manière dont on le fait ne va pas être la même que celle qui est proposée par le patronat, puisque nous, aujourd'hui, on considère qu'il y a 211 milliards d'aides publiques qui est donnée aux grandes entreprises sans contrepartie. Donc de l'argent, il y en a dans ce pays. Donc pour augmenter le SMIC, c'est possible. Et donc il faut aussi regarder à la question de la répartition des richesses. Et effectivement, depuis 7 ans, M. Macron enfonce les travailleurs et les travailleuses dans une paupérisation. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que la colère elle s'exprime. J'entendais sur les salariés des très petites entreprises, mais ils sont autant
mis à mal que leurs employeurs. Donc il faut aussi entendre cette colère-là, parce que c'est aussi ceux-là qui s'expriment dans la rue aujourd'hui, qui sont moins organisés que les autres. Et il faut, en premier, justice sociale, c'est donc augmenter les salaires. Et l'augmentation du SMIC, ce serait un premier levier et quelque chose de très fort qui serait envoyé aux Français. Je vous ai vu hocher la tête sur une partie de ce qui vient d'être dit par Nathalie Vazir. Vous êtes d'accord ? d'accord ? Sur le constat de rémunérer davantage. 68 000 entreprises, petites entreprises, sont parties au tapis l'année dernière. Si elles sont parties au tapis, c'est qu'elles n'ont pas les moyens, dans la configuration actuelle, d'augmenter leur salaire. Et évidemment, pourquoi elles ne peuvent pas augmenter au-delà ? Rémunérer mieux, ça passe inévitablement par moins de cotisations sociales, moins de CSG sur le revenu d'activité. La question des salaires, de la rémunération des Français, du pouvoir d'achat, finalement, on sait que c'est une des préoccupations, voire la préoccupation première. Ça va aussi devoir occuper rapidement Sébastien Lecornu, Yael ? Ça va l'occuper beaucoup parce que autant il va devoir faire des gestes très forts, très nets, s'il veut la clémence des socialistes et leur non-censure au Parlement. Ça va coûter très cher, ça va coûter une demi-taxe Zuckman, une mini-taxe Zuckman ou plus. On verra où sera le curseur. Mais du côté des Républicains, et la première tâche de Sébastien Lecornu, c'est de refaire le socle commun, qui n'en a jamais vraiment été un. Donc la première tâche, c'est de mettre bien Renaissance, LR, Modem et les Républicains bien ensemble sur un pacte de gouvernement, et ensuite d'élargir. Les Républicains, ils disent que le travail doit payer plus. Ça a été dit, redit Laurent Wauquiez quand il a répondu à François Bayrou. Donc il va falloir articuler à la fois la taxation des plus riches, c'est le totem sans lequel les socialistes censurent, et côté droite, que le travail paye mieux, donc ajustement des cotisations. Voilà, il va falloir articuler des choses qui sont un peu à l'opposé pour l'instant. Orthogonales, oui, effectivement. On va aller retrouver maintenant à Paris, devant le ministère de la Santé, Lise Vogel, notre reporter Lise, qui suit, Lise, un rassemblement syndical, je vais dire classique. Vous me confirmez ? Comment ça se passe ? Tout à fait classique, Lucie. Bonjour. Ça se passe bien ici, ce rassemblement. Il a été bien préparé, organisé, encadré par la CGT. Et aussi, vous allez le voir sur ces images de Soisy-Coulier qui m'accompagnent, très encadré par les forces de l'ordre. Ce quartier du 7e arrondissement est totalement bouclé. Et ça fait écho, bien sûr, à la mobilisation bloquons tout du jour, puisque des rassemblements syndicaux devant le ministère du Travail et de la Santé, on a l'habitude d'en suivre dans ce quartier. Et le niveau de sécurité est rarement aussi élevé. Ensuite, ce que je peux vous dire, et pour faire écho à ce que vous évoquiez en plateau sur la question des salaires, c'est que nous recueillons ici, avec Soisy-Coulier, des témoignages saisissants. Par exemple, ce représentant syndical qui travaille depuis 30 ans dans la même entreprise et qui m'explique que certains de ses collègues ont comme lui 30 ans de maison, ce sont ses termes, et au bout de 30 ans, il gagne à peine 1 500 € net et que c'est très difficile de s'en sortir dans ces conditions. Une autre représentante syndicale salariée d'un grand magasin à Paris qui m'explique qu'elle a des collègues qui ne savent plus comment faire pour payer leur repas du midi et qu'ils demandent de l'aide notamment à leurs collègues syndiqués. Donc on entend vraiment des témoignages de personnes qui sont en détresse, de personnes qui travaillent et qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. C'est vraiment ce qui nous marque ici, au-delà des revendications plus politiques qu'on entend habituellement dans ces rassemblements concernant la casse sociale, la casse industrielle et globalement les conditions de travail et de vie qui sont dégradées. C'est en tout cas ce que nous disent ici tous les militants que nous rencontrons. Merci beaucoup Lise et merci à Soisy qui vous accompagne derrière la caméra. Effectivement, quand on entend des témoignages comme ceux-là, que de dire on a un travail, on a un salaire, mais ça ne nous suffit plus pour vivre et qu'on met ça en parallèle avec un budget pour lequel il va falloir faire des économies, ça veut dire quoi pour vous, Michel Picon ? Parce qu'on entendait François Bayrou, avant qu'il ait ce vote de défiance contre lui, dire il faut 44 milliards d'économies et ça touchait tout le monde. 44 milliards, vous aimeriez que ça en reste là ou qu'on descende un peu pour mieux faire accepter les choses et peut-être que ça ne touche pas les plus pauvres, les plus en difficulté ? Non, mais le départ de François Bayrou démontre bien que son budget n'était pas accepté par la majorité des Français. Donc il faut reprendre le budget différemment. Cela dit, la situation d'endettement du pays, ce déficit chronique que nous avons, il ne s'est pas effacé avec le départ de François Bayrou, il est encore là. Moi, je pense qu'il faut faire des choix aujourd'hui, des choix pour déplacer une partie de ce qui pèse sur le travail et le déplacer ailleurs. Alors, je sais que
c'est pas partagé, y compris par tout le patronat. Moi, je dis qu'il faut augmenter la flat tax, que 30%, il n'y a pas de raison qu'on taxe le travail à plus de 50% et que les revenus financiers soient taxés qu'à 30%. Je pense qu'il faut augmenter l'héritage. On a une société aujourd'hui où le patrimoine des Français s'est concentré sur beaucoup moins de personnes, que le déséquilibre est consommé aujourd'hui. Donc il faut augmenter le prélèvement sur l'héritage. Il faut aussi, pardon de le dire ainsi, mais c'est le choc démographique que l'on a. Il faut que les retraités les plus aisés, moi je le fixe à ceux qui sont au-dessus de 2300 € mensuels, est un petit effort aussi sur une CSG dégradée. Il faut peut-être qu'on leur ramène aussi. Mais ça, c'est pas très populaire, par exemple, oui, mais moi, s'attaquer aux retraités. vous savez, je ne suis pas candidat à des élections et j'espère un jour qu'il y aura un politique et que c'est le cas de M. Lecornu qui n'est pas candidat à une élection. Choisi pour ça d'ailleurs, parce qu'il n'est pas présidentiel, contrairement à d'autres, il ne concourt pas pour 2027. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron... Gouverner, c'est pas forcément être populaire. Non, mais s'attaquer aux retraités, ça peut aussi vouloir dire d'autres mouvements sociaux éventuels. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut s'attaquer aux retraités. Je dis qu'il faut répartir l'effort qui pèse aujourd'hui sur les salaires pour rendre ceux qui travaillent plus heureux sur d'autres sources de financement. Nathalie Bazire, est-ce que vous êtes d'accord pour tout ou partie de ce qui a été dit à l'instant par Michel Piquon? Est-ce que vous avez des points communs ensemble? Alors, on est à quelques jours de l'anniversaire de la création de la sécurité sociale, donc tout ce qui concerne les cotisations, on ne va évidemment pas être d'accord, parce qu'on considère aujourd'hui que c'est la seule source de financement de la sécurité sociale, et telle qu'elle a été fondée, il faut que ça reste comme ça. On a besoin de revoir, par contre, plus de justice fiscale. En plus de la justice sociale, il faut que ça passe par une justice fiscale, la taxation des dividendes notamment, et je l'ai dit tout à l'heure, mais mettre à plat la question des 211 milliards d'aides publiques aux entreprises. Ça, c'est taxer l'héritage, c'est une bonne idée ou pas? Plus taxer l'héritage. On a éventuellement des propositions sur la taxation du patrimoine, pas spécifiquement sur l'héritage, mais en tout cas déjà s'attaquer aux dividendes et aux grandes entreprises du CAC 40 qui ont ces aides publiques. Et puis repenser aussi le financement, vous parliez du budget, parce qu'aujourd'hui on a des services publics qui sont à l'os, des hôpitaux qui sont en grand danger, la sécurité sociale qui ne fait plus face aux dépenses. Donc il faut qu'on remette à plat le budget, qu'on ait un budget qui soit à la hauteur de nos ambitions et de nos besoins. Ça passe aussi, et ça, on n'en a pas encore parlé, mais par la réindustrialisation du pays, c'est un enjeu aussi. On a mis en lumière les 380 plans de licenciement qui sont en cours dans ce pays. Il faut dire stop à ces plans de licenciement, et particulièrement aux entreprises qui créent des richesses dans ce pays et qui ont des dividendes à foison. Mais comment on fait pour dire stop à ces plans de licenciement, pour avoir des budgets à la hauteur, comme vous le dites, sur tout un tas de secteurs, et notamment par exemple la santé, où nous étions tout à l'heure devant le ministère de la Santé, quand on n'a pas de budget, quand on a une dette abyssale, quand il faut rembourser, ou sur quoi on prend en fait? J'entends la taxation des dividendes, la taxation des grandes entreprises, mais est-ce qu'il n'y a que là qu'il faut aller chercher l'argent? On s'attaque à la fraude fiscale, qui représente des milliards d'euros dans ce pays. On arrête l'exonération des cotisations sociales pour les grandes entreprises, parce que ça, c'est un enjeu et ça donne du financement. On crée les conditions d'avoir l'égalité salariale dans les entreprises. Ça représente 6,5 milliards d'euros pour les retraites. Donc il y a des leviers, c'est possible dans ce pays. Je ne dis pas qu'on résoudra tout, mais en tout cas, si M. Lecornu fait la même chose que M. Attal ou M. Bayrou, on en arrivera au même. Les exigences sociales ne seront pas à la hauteur de ce pays. Yael, on sait, et on le disait tout à l'heure, que dès hier, Sébastien Lecornu, donc avant même que sa nomination soit officielle, a commencé à parler aux uns et aux autres politiquement. Il va continuer ça dans les prochains jours, les prochaines semaines. Est-ce qu'il va aussi parler aux syndicats et au patronat? Absolument. C'est la promesse, en tout cas sur le papier, d'un changement de méthode, changement de génération. 39 ans, Sébastien Lecornu, c'est plus Michel Barnier et François Bayrou, les septuagénaires qui vivaient un parlement différent, qui ont vécu d'autres périodes politiques. Là, c'est 39 ans, c'est Sébastien Lecornu, mais qui est déjà très madré, très expérimenté, ministre depuis 2017. Il a eu à fermer Fessenheim, la centrale nucléaire. Il a eu à gérer la Nouvelle-Calédonie, à faire passer une loi de programmation militaire. C'est très compliqué à faire passer. Il a fallu parler un petit peu à tous les groupes parlementaires, y compris le RN, qui a dîné chez lui, Le Pen et Bardella, fin avril. Donc il parle à tout le monde. Mais il ne faut pas s'arrêter aux politiques. Le changement de méthode, il doit aller évidemment jusqu'aux partenaires sociaux, dialogue social, d'autant que le conclave du printemps a échoué sur les retraites, que tout le monde n'était pas autour de la table, que le MEDEF a été assez bloquant finalement à la fin, alors que la CFDT s'ouvrait. Donc il y a évidemment tout ça à reprendre. L'une des clés, à mon sens, ce sera de réembarquer la CFDT dans cette
de gouvernement de modération ou de stabilité à venir. Il a souvent été dans la discussion avec les gouvernements, mais là, on a vu ces dernières semaines, effectivement, c'était plus compliqué. C'est prévu, évidemment, c'est au sens large. Matignon, de toute façon, voie large, ce n'est jamais que les forces parlementaires, c'est au-delà de la société civile.